Bienvenue, bienvenue pour cet après-midi. Alors ce matin, nous avons donc privilégié une approche, une entrée relativement synthétique et globale, des questions posées par l'apprentissage des langues vivantes, pour bien montrer que tous les éléments que l'on va traiter durant la conférence intervenaient évidemment en complémentarité et en interconnexion entre eux. Et là, je dirais en début d'après-midi, on va un peu rentrer dans une démarche plus analytique des questions d'enseignement et d'apprentissage des langues vivantes, où on va donc s'attacher à des secteurs précis qui ont été évoqués plus rapidement ce matin. Donc on va aller dans l'approfondissement. Et donc nous commençons sans attendre avec la première intervention d'Isser Hilton. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est pas grave. On est en plein dans la thématique. Sur la question de l'apprentissage d'une nouvelle langue à l'école, quel rôle donner au lexique? Alors j'en profite pour rappeler que tous ceux qui écoutent cette conférence en présentiel ou en distance peuvent évidemment s'exprimer, faire part de leurs réactions et poser des questions via le Padlet qui est accessible via le site internet, en dessous des vidéos qui retransmettent la conférence, et que les spectateurs en présentiel ont en plus la possibilité de poser des questions par écrit en s'adressant à des personnes de la classe qui organisent l'accueil de cette conférence, donc en levant bien haut la main et en agitant le petit papier, et les questions donc nous seront transmises aux conférencières et conférenciers. Je crois qu'on peut y aller. Alors, j'ai le son. Et donc, je précise qu'il y a une feuille qui a le contenu des diapositives que je vous offre pour vous épargner la prise de notes, parce que les informations vont défiler à un rythme certain. J'en profite pour rappeler aussi que tous les rapports des expertes et des experts seront en ligne sur le site du CNESCO dans un certain délai, mais raisonnable après la conférence, puisque c'est une question qui a souvent été posée ce matin. Donc, je vais vous parler des apprentissages lexicaux. Je vais commencer en résumant quelques informations importantes concernant la nature et le rôle des connaissances lexicales qui me permettront les notions de parler plus précisément de l'acquisition lexicale et de quelques propositions didactiques pour cet apprentissage. Avec la perspective que j'ai adoptée dans mon rapport, donc, qui est d'essayer d'apprécier les apports des sciences cognitives à notre réflexion en didactique des langues. Donc, la classe de langue est un lieu complexe, comme vous le savez, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, je crois, dans la salle. Donc, on a entendu parler beaucoup ce matin, et quasiment exclusivement ce matin, des compétences. En fait, on parlait aussi des activités langagères. Pour moi, c'est la même chose. Donc, les compétences communicatives, ce que l'on fait avec la langue, les compétences métalinguistiques, on demande aux élèves de réfléchir à leur utilisation du langage et à son apprentissage. Nous avons également les connaissances culturelles qui ont été évoquées rapidement et les connaissances linguistiques, idem. Et donc, je ne vais vous parler que d'une toute petite partie, non, je n'allais pas dire ça, d'une partie importante de la case bleue, les connaissances linguistiques. Mais donc, ce n'est qu'un élément dans cet ensemble très complexe de choses que nous devons faire travailler par nos élèves. Et donc, qu'est-ce que c'est un mot? C'est une unité de sens. J'aime beaucoup cette définition des briques de construction du discours. Dans un cerveau adulte, donc vous, pour la langue française qui comporte environ 150 000 mots, nous en avons 30 000, 35 000 dans notre mémoire à long terme. En plus des mots, il y a aussi des milliers d'items que les linguistes appellent le langage préfabriqué. Les expressions préfabriquées, ce sont des groupes de mots qui se trouvent fréquemment ensemble. Ça peut être des expressions idiomatiques, mais beaucoup plus généralement les collocations, des choses comme prendre son temps, enfant en bas âge, éteindre la télé, tondre le gazon, etc. Et les linguistes estiment que peut-être 70% de ce que
je suis en train de produire 70% des mots qui sortent de ma bouche font partie d'une expression préfabriquée. Donc, quand je vous parle, j'active en bloc des groupes de mots et non pas des mots isolés que je combine. Ces mots et ces expressions sont activés automatiquement lors de nos activités communicatives, ça veut dire sans effort conscient de notre part. Donc, notre attention est libre pour se focaliser sur le sens de l'échange, les objets de sens que nous construisons de façon dynamique avec nos interlocuteurs. Et juste pour renforcer la notion de l'importance, le rôle important que jouent les connaissances lexicales dans la communication, la recherche trouve toujours des corrélations élevées, des corrélations fortes entre les connaissances lexicales et les compétences de compréhension, que ce soit en lecture, en langue maternelle, en compréhension de l'oral, en langue 2, ou en production de l'oral. Et les plus belles corrélations de ma carrière, j'ai trouvé en regardant la richesse d'une production lexicale, c'est-à-dire la variété des mots utilisés dans la production et les mesures temporelles de la fluidité et les taux d'hésitation, les taux de production, mais taux temporaux. Les difficultés lexicales génèrent des hésitations disfluente. Et je viens d'en faire une. Une hésitation disfluente, c'est plus de 2 secondes. 3 secondes en situation d'interaction, l'interlocuteur va entrer et essayer de vous sauver, va vous donner le mot qu'il croit que vous cherchez, etc. Pour une compréhension aisée à l'écrit ou à l'oral, il faut reconnaître 95% des mots dans un discours informel, oral, ou 98% des mots quand il s'agit d'un discours formel comme celui-ci, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, première conclusion, c'est on sait par la recherche en psycholinguistique que les connaissances lexicales jouent un rôle important dans l'utilisation communicative du langage. Donc, on va maintenant regarder les aspects un peu plus didactiques ou acquisitionnels. On parle depuis des siècles de ce qui se passe naturellement quand un petit enfant apprend à parler. On le qualifie souvent d'acquisition naturelle des langues. Dans l'acquisition naturelle du lexique, il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui est explicite, ça veut dire conscient, et une deuxième étape qui est implicite, où il y a tout un travail implicite qui a lieu ensuite. Dans la première phase, et les 2 images illustrent la nature explicite de ce processus, parce que le pointage est un geste humain qui porte notre attention, en fait, ou surtout est utilisé pour porter l'attention des autres sur le même objet qui vous intéresse. Donc le bébé a vu quelque chose d'intéressant et sa maman dit « Ah oui, c'est un toutou ou regarde le ballon. » OK? Donc, leur attention est portée dans une association explicite entre un sens, donc cette chose qui interpelle l'enfant, et une forme, en l'occurrence orale, avec les jeunes c'est oral, donc les sons qui nomment le ballon ou le toutou, etc. Et les chercheurs estiment donc il faut que l'enfant refasse cette association ou renforce cette association de 7 à 20 fois avant une mémorisation solide, où en fait c'est surtout le renforcement de cette association entre une forme orale et un sens. Ensuite, une fois que cette association a commencé à être acquise, l'enfant va utiliser, il va entendre ce mot, donc ces nombreuses fois, il va commencer à parler, il va commencer à utiliser le langage, et pendant cette utilisation s'effectuent des réglages implicites du réseau lexical. C'est toujours un peu compliqué de comprendre les choses qui sont implicites, parce que par définition, ils se déroulent sans qu'on se rende compte. Mais les réglages implicites du réseau lexical, ce sont des choses comme la mémorisation des expressions de type éteindre la lumière, tondre le gazon, mais couper les cheveux, par exemple. Et aussi les nuances de sens qui sont très largement distribuées, les traits sémantiques
qui sont largement distribués dans le cortex et que l'on peut observer dans des expériences de neuroimagerie. On voit que quand j'entends un mot, eh bien, ça peut activer plein d'air dans le cortex. Donc, ce réglage implicite a lieu parce que nous sommes en utilisation constante de notre langue maternelle. Et donc, la recherche a estimé à plusieurs millions de mots le nombre de mots que l'enfant entend pendant une année, de 3 à 11 millions selon les familles. Alors, un mot sur l'apprentissage lexical incident qui est souvent évoqué en didactique des langues, c'est-à-dire apprendre des mots en lisant, en écoutant. C'est quelque chose que nous faisons, mais je voulais juste mentionner qu'il y a de nombreuses contraintes sur ce processus, c'est-à-dire que c'est un processus un peu laborieux d'engranger des mots en lisant au fil de ces lectures, par exemple. Il faut comprendre tous les autres mots du discours et pouvoir se focaliser sur un seul élément que l'on ne reconnaît pas. Il faut pouvoir en déchiffrer le son, en déchiffrer le sens, et puis il faut revoir ce mot une bonne dizaine de fois avant de vraiment pouvoir dire qu'on l'a acquis. Donc, c'est un processus explicite, parce que des fois, on parle de l'acquisition implicite des mots en lisant, et donc j'essaie de tirer un peu la sonnette d'alarme terminologique, parce que l'association entre une forme et un sens n'est jamais implicite. C'est toujours un acte explicite, un acte d'apprentissage explicite. Et vous le savez, quand vous rencontrez un mot nouveau dans un texte scientifique, par exemple, vous fixez votre attention sur ce mot, vous vous attardez sur ce mot, la preuve que c'est un acte explicite. Alors, quand on doit apprendre le lexique d'une nouvelle langue en milieu scolaire, alors c'est un processus d'associer de nouvelles formes à des concepts existants, pour la plupart, parce que ballon, toutou, vous avez déjà acquis le concept. Et il faut maintenant faire une nouvelle association formelle à ce sens. Le réseau conceptuel, et donc je reprends les idées de ce matin, votre réseau exceptionnel va s'élargir et s'ajuster lors de l'acquisition d'une deuxième langue, une troisième langue. Donc, apprendre les langues, ça fait grandir. En fait, ça fait enrichir les réseaux neuronaux dans le cerveau. Pour le niveau B2, on peut estimer un peu le socle lexical pour le niveau B2 à 8000 mots. Et donc, pour nos élèves en bac terminal L, qui doivent arriver vers le niveau C1, donc il faut viser l'acquisition de 10 000 mots. Or, le grand problème, c'est que le temps d'exposition est drastiquement réduit. Et on entend 5 000 mots par semaine, qui est 30 fois moins qu'en langue 1, où nous entendons 150 000 mots par semaine. Et autre particularité des apprentissages lexicaux en situation scolaire, c'est que les formes écrites sont souvent privilégiées. Je me permettrai de dire hélas, parce que j'ai vu que chez mes étudiants en première année à l'université, un quart des mots qu'ils reconnaissent à l'écrit ne reconnaissent pas à l'oral, ce qui pose bien évidemment des gros problèmes pour la compréhension de l'oral. Donc, le défi didactique des apprentissages lexicaux en milieu scolaire, c'est qu'on a des milliers de nouvelles formes à faire acquérir, avec aussi, si possible, des ajustements implicites qui nécessitent beaucoup d'utilisation de la langue. Comment faire tout ça en 2-3 heures par semaine? Alors, j'ai quelques propositions didactiques. Alors, 4 propositions que je vais reprendre individuellement, mais juste pour dire donc, que 2 ressemblent au processus que j'ai résumé rapidement pour les petits-enfants. Donc, j'appelle ça une sorte d'approche d'apprentissage naturel du lexique, mais augmenté pour compenser le manque de temps d'exposition. Un programme lexical structuré, les 2 phases, explicite, implicite, et puis en plus des activités métalinguistiques pour booster le travail, les acquisitions. Alors, le programme lexical structuré est un concept vénérable, donc élaboré par M. Edward Thorndike dans les premières décennies du XXe siècle. Et l'idée, c'est donc, si nous devons faire acquérir 8000 mots à nos élèves,
de donner un ordre d'acquisition à ces mots. Et l'idée de Thorndike, c'est les mots les plus fréquents, les mots qui apparaissent le plus souvent dans la langue sont les mots les plus utiles à apprendre. Et cette notion de liste de fréquence, c'est une idée de ordonner les mots d'une langue selon le nombre d'occurrences dans l'utilisation du langage que vous visez à la fin de votre formation. Et des listes spéciales ont été élaborées précisément pour l'enseignement des langues. The General Service List est un outil qui est utilisé pour structurer l'introduction progressive et graduée des mots de la langue anglaise au fil des premières années d'apprentissage. Un même travail a été fait pour le français, 3500 mots pour le français. Il y a des projets en cours très, très intéressants. Par exemple, il y a que je viens de découvrir, le projet Kelly. C'est un projet européen qui dresse des listes de fréquences pour l'enseignement des langues aux jeunes et moins jeunes apprenants dans 9 langues européennes. Donc, c'est un projet qui, je crois, est arrivé à terme dans les années 2013-14. Et ces listes sont disponibles en ligne. Et il y a un énorme projet wiki avec le projet Gutenberg qui ont dressé des listes de fréquences pour 53 langues. Alors, quand on n'a pas de programme lexical structuré, et en fait, c'est le cas actuellement, qu'est-ce qui arrive? Alors, il y a un projet auquel je participe actuellement, après le 2, piloté par l'Université de Lille, et où nous avons scanné, nous sommes en train d'analyser les contenus lexicaux des manuels d'anglais utilisés dans les collèges français actuellement. Ce sont des manuels actuels. Et nous avons scanné jusqu'ici 36 manuels, et c'est Ronald Perman à Grenoble qui pilote ce volet du projet. Et il a trouvé dans ces 36 manuels de collège 20 000 mots d'anglais au total. Il y a un petit problème là, parce que 20 000 mots, c'est presque le lexique d'un natif adulte, si vous vous souvenez de ma toute première diapo. Et en fait, un autre problème, c'est que si on prend tous les manuels de 5e, ils n'ont que 18% des mots en commun entre eux. Des manuels de différentes maisons d'édition. Ouh, pour une vieille professionnelle de l'enseignement des langues comme moi, complètement adhérente de la GSL, la liste des mots les plus fréquents de la langue anglaise, ceci m'interpelle. Et en plus, il y a 200 mots du General Service List. Ce sont les mots de base incontournables de la langue anglaise qui sont absents de tous ces manuels. Donc, apparemment, sans programme lexical, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lexique trop disparate. On revient probablement trop peu souvent sur les mots et il n'y a pas une introduction graduée de ce lexique. Et on devrait probablement, à ce niveau-là, cibler environ 5 000, 6 000 mots. Bien sûr, on peut rajouter des mots en plus, mais pour être sûr que ce lexique du niveau A2, B1 soit vraiment acquis, il faut probablement limiter ou rentrer de façon plus progressive dans ce lexique. Alors, deuxième proposition didactique, c'est une phase d'apprentissage explicite. Comme chez les tout-petits, alors une phase initiale de mémorisation. Là, l'élève va associer une nouvelle forme en langue 2 au sens qu'il a déjà dans son cerveau. Et il y a une technique qui s'est avérée extrêmement puissante, qui est la technique des mémocartes. Et cette mémorisation peut s'effectuer avec des supports numériques. L'idée, c'est que l'élève va associer directement la nouvelle forme à son sens. Et on va l'obliger à dire à haute voix, il va voir une illustration du sens et il faut qu'il produise le mot. C'est une technique qui marche très bien et on le sait depuis presque 100 ans. Et c'est une technique qui est particulièrement utile avec les élèves dyslexiques. C'est une sorte de mémorisation orale du mot, d'association du forme avec le sens. Alors, il y a 3 types de mots différents à apprendre. Les mots concrets, les mots abstraits et une nouvelle catégorie de lexical, ce sont les mots d'émotion, qui ne sont pas tout à fait
pas abstrait ni concret. Donc, c'est un mot qui est lié à un sentiment. Et donc, dans les mémocartes, il faut associer le mot langue 2 avec une image, dans le cas des mots concrets, avec sa traduction dans le cas des mots abstraits, et peut-être avec quelque chose qui suscite l'émotion qu'on va nommer, par exemple l'utilisation d'images pour les mots d'émotion. Les supports numériques sont parfaits pour ce travail parce qu'ils sont multimédia, donc on peut avoir le son, l'image et le texte, et aussi la mémorisation peut être individualisée, l'enfant peut apprendre à son rythme en dehors de la classe. Troisième étape ou troisième proposition didactique, c'est cette phase de mémorisation initiale, qui n'est que l'étape initiale de mémorisation d'une nouvelle association forme-sens, peut être suivie par une phase de rodage implicite. L'enfant va rencontrer successivement et de façon répétée ce mot en l'utilisant. Donc, il va utiliser ce mot en classe lors des activités communicatives et on doit promouvoir et insister sur une utilisation réceptive soutenue, c'est-à-dire la lecture de textes longs. Et on sait qu'il y a peu d'acquisitions lexicales. La recherche nous montre que la lecture des extraits n'est pas très efficace pour l'apprentissage incident des nouveaux mots, c'est-à-dire au fur et à mesure des lectures. Il faut de la lecture extensive où on rencontre les mêmes personnages, les mêmes situations, les mêmes thèmes, sur plusieurs pages, dizaines de pages, et donc on risque de revoir des mots et donc de pouvoir les intégrer. Et l'écoute extensive, ça plaît beaucoup à nos élèves, écouter les séries. Et c'est exactement comme le roman, ils vont retrouver les mêmes sujets, etc. Donc il y a la répétition. Quatrième et dernière étape, ce sont les activités métalinguistiques que nous faisons déjà dans nos classes, et nous les faisons bien, je crois. Travail sur la morphologie dérivationnelle, c'est-à-dire les familles de mots, qui nous permet d'élargir très rapidement le lexique abstrait. Les activités de classement, de tri des mots qui travaillent sur les nuances de sens et les catégorisations et la mémorisation explicite des préfabriqués qu'on ne fait pas, mais il faudra le faire. Et donc, on fait avec les enfants un travail métalinguistique, ils analysent les techniques de mémorisation et de gestion du vocabulaire. Et ça, ce sont des choses qui sont déjà dans les manuels et dans nos pratiques. Mais ce qui est important, c'est qu'aucune de ces 4 propositions que je fais, pour moi, on ne peut en supprimer aucune. Il faut faire les 4 choses. Le syllabus lexical et ensuite les 3 étapes, explicite, implicite, travail métalinguistique. Le cerveau humain, selon Steven Pinker, est un aspirateur de mots. J'aime beaucoup cette métaphore. Tout élève peut réussir l'apprentissage lexical en langue étrangère. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est la partie cognitivement, c'est facile d'apprendre de nouveaux mots. Et avec les TIS, ça peut même être assez drôle, assez agréable, assez ludique. Et avoir au bout de la langue ou au bout de son oreille, le mot qu'il faut pour échanger du sens, c'est valorisant et motivant. Et j'ai fait un programme d'acquisition de ce type avec mes étudiants arrivant à l'université, les primo-bacheliers, comme nous les appelons dans notre jargon du supérieur. Et j'ai fait un cours de remise à niveau avec, en partie, une remise à niveau en prononciation et aussi lexicale. Et à la fin de l'année, les élèves gagnent un niveau européen et ils gagnent, parce que, surtout, ils gagnent en confiance. Quand ils ont les mots pour s'exprimer, eh bien, ils sont plus confiants. Et si quelqu'un veut me poser une question sur les mémocartes, je pourrais vous montrer un exemple. Pas forcément. Allez. Ah, bah oui, mais il faut demander avant. Ouais. Il faut demander avant. C'était pour le temps de chauffe. Merci, Madame Hilton, pour ce brillant exposé qui est... Alors, le problème, c'est de vous poser qu'une seule question. Mais je vais arriver sur les mémocartes, promis. Bon, on va manger ensemble demain. Donc, avec grand plaisir. Pour renforcer donc l'acquisition lexicale des élèves, vous préconisez de mettre en place toute cette phase initiale sur l'apprentissage explicite et de passer par notamment le renforcement lexical avec une utilisation réitérée des mots
Et on a donc fait le parallèle avec les listes de mots et les listes de vocabulaire que vous connaissez très certainement. Est-ce que donc, ce calibrage peut prendre la forme de liste de mots comme on le connaît aujourd'hui, de mots organisés? Si oui, selon quelle modalité, selon quelle forme? Je suis désolé, la question est un peu longue. Non. Mais je vais arriver sur les mémocartes. À partir de quel âge le recours à ces listes et cette pratique semble-t-il souhaitable? Vous avez évoqué les occurrences et donc la possibilité de faire revenir plusieurs fois ces mots avec 2 échelons un peu différents, 7 à 20 et puis 9 à 12 répétitions. Donc pourquoi cette nuance? Et après, en termes de modalités et de dispositifs, est-ce que donc, les cartes mentales peuvent s'inscrire dans ce cadre-là? Est-ce que vous avez des recommandations sur l'utilisation réitérée des mots, le nombre de répétitions, le contexte et éventuellement ce dispositif de mémocartes? Merci. Alors, j'allais juste revenir sur... Où est-ce que j'ai mis les... Oui, c'était les nombres de fois répétition. Alors, effectivement, là, on voit du 7 à 20 en rouge et ici du 9 à 12. Eh bien, c'est tout simplement parce que là, on étudie 2 choses différentes. Ici, c'est combien... Ça, c'est la recherche pour prélever, pour vraiment acquérir en lisant des mots. Ce sont les chiffres que la recherche a trouvé 9 à 10 fois. Ensuite, quand il s'agit de faire une nouvelle association orale dans la vie réelle, ils sont tombés sur 7 à 20. Ce qu'on voit là-dedans, c'est une dizaine, 12 fois. Donc, je pense qu'on peut dire il faut qu'ils re-rencontrent le mot 10, 12 fois. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas 1 ou 2 fois. C'est ça le résultat, la conclusion. Ensuite, sur les listes. Alors, attention, les listes de mots, pour moi, ce sont pour les ingénieurs de l'information. C'est nous qui avons les listes de fréquences, qui vont devenir la trame lexicale de nos programmes. Et il n'y a pas que les listes de mots dans les programmes, on est tous d'accord. Il y a le culturel, il y a les autres formes linguistiques, il y a les compétences. Mais bon, donc les listes de mots. Ceci dit, on a l'impression que si un élève fait une liste de mots, en fait, c'est presque perçu comme une sorte de chose à éviter à tout prix, surtout pas faire des listes de mots. Alors, ce qui est très intéressant, moi, je ne vais pas donner des listes de mots à mes élèves, je vais leur donner des mémocartes numériques beaucoup plus sexy et intéressantes. Mais, vous savez ce que font les... Alors, levez la main si, en apprenant vos langues à l'école, vous n'avez jamais fait une liste de mots. Hein? Tout le monde l'a fait. À un moment ou un autre, on a fait des listes de mots parce que c'est une technique, une mnémotechnique. Ça nous aide on a recopié, etc. Donc, je pense que c'est inutile d'interdire les listes de mots comme c'est inutile d'interdire la lingua franca anglaise. On va les faire. Mais on peut faire mieux. Et moi, les tris, demandez aux élèves, OK, prenez toutes ces cartes et faites des listes selon le type de mot que c'est, selon le sens que ça a, etc. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des activités de tri et de catégorisation, et je pense que c'est un travail sémantique très, très intéressant. Donc, on peut le faire, mais on ne va pas utiliser la bonne vieille liste de mots pour le support de mémorisation, parce qu'on peut faire beaucoup mieux avec les mémocartes. Je vais poser la question, c'est quoi les mémocartes? Parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est, donc... Comme par hasard, dans la pub, le nouvel essai, je l'ai ici, mémocarte. Donc, mémocarte, c'est l'idée, what is this? What's the dog doing? Great, the dog is running. Donc, nous avons une image qui illustre du sens. Okay? Donc, ça, c'est du sens. Ce que vous voyez avec vos yeux, c'est du sens, un sens perceptif, parce que c'est un mot concret. Dog and running, ce sont 2 mots concrets. Mon hypothèse, pas encore testée, et je cherche des partenaires de recherche et sur des terrains, accès à des écoles où je peux faire la manip, c'est que en voyant une image fixe, c'est déjà pas mal, c'est mieux qu'une traduction en maternelle, etc. Mais si vous percevez le mouvement, l'hypothèse, c'est que votre cerveau va... Peut-être que le sens de ce mot est plus riche, et que donc en rattachant it's running, or he's running. L'idée, c'est que vous allez rattacher cette nouvelle forme à du sens un peu plus riche, parce que le sens de ce verbe, c'est le mouvement. Regardez, he's running. C'est sympathique pour mémoriser. Et on peut utiliser les mémocartes aussi pour travailler les préfabriqués. Alors, what's she doing? New word. She's crawling.
crawling. Et je vous ferai répéter si vous étiez mes élèves. Et ce qu'on peut dire, c'est on peut apprendre who crawls. Babies crawl and bugs crawl. Okay? But rabbits hop. Okay? Donc, en fait, on peut aussi utiliser les cartes pour apprendre comment les mots vont ensemble dans la langue. Yes. J'ai passé les mêmes cartes aussi. On a le temps encore, une autre question. Ouais. Ouais. Vous notez qu'un cerveau ne peut pas apprendre à traiter des sons qu'il n'entend pas. En début d'apprentissage, faut-il prioriser le travail autour de sons proches ou de sons tout à fait nouveaux? Je n'ai pas vu qui parlait. Pardon, excusez-moi. Alors, ça, c'est la très bonne question parce qu'il y a des sons totalement différents des sons de la langue maternelle. Il y a des sons très semblables et des sons proches. Les plus difficiles à apprendre sont les sons qui sont proches de la langue maternelle, mais pas tout à fait pareils, comme le fameux « et » en anglais. Ce sont les sons les plus difficiles, donc il va falloir les travailler plus longtemps. Les sons nouveaux et bizarres comme « v », ils adorent. Et moi, je commence, quand j'ai enseigné en CE1, quand je travaille avec les tout-petits, je commence par les sons bizarres. On appelle ça les sons bizarres de la langue anglaise. Et ils adorent. Et puis, ils les restituent dans les 30 secondes qui suivent. Hein. Ils n'ont aucun problème. Donc, c'est très drôle de travailler avec les sons complètement nouveaux qui n'existent pas dans la langue maternelle. C'est c'est long d'acquérir les sons proches et il y a des choses qu'il faut faire, des travaux de catégorisation des sons. Il faut faire beaucoup d'entraînement réceptif sur les sons proches. Parce que votre cerveau a ces catégories pour votre langue maternelle, pour le français, et il va catégoriser comme le fameux « et » en anglais, il va être catégorisé comme un « i ». Votre cerveau va entendre « i », parce que c'est ce que fait un cerveau. Les catégories phonologiques, c'est fait pour tout ce qui ressemble et attirer dans cette catégorie. Et donc, il faut qu'ils apprennent explicitement la nouvelle catégorie par un entraînement réceptif assez approfondi. J'ai une question Internet, je ne suis pas sûr de la comprendre, donc je vous la pose telle qu'elle est. Quand on dit apprentissage et évaluation de lexique, quelle différence existe-t-il entre connaissance passive, on reconnaît, et connaissance active, on peut utiliser? Il me semblait que la réponse était dans la question. Donc. Non, c'est une bonne question. C'est-à-dire que le lexique réceptif, c'est-à-dire le nombre de mots que l'on comprend en langue maternelle, est toujours nettement supérieur au nombre de mots que l'on produise en écrivant, par exemple, ou en parlant. Donc, il y a toujours en langue maternelle un décalage entre le lexique. Alors, je préfère au lieu de passif parce que ça donne toujours l'idée qu'on ne fait rien, alors que quand on comprend, on fait plein de choses, mais c'est invisible, donc on ne se rend pas compte. Donc, le lexique réceptif est toujours plus grand et productif plus limité. Or, avec mes étudiants, je vois que ce n'est pas le cas. Ils sont un peu perdus dans la forme orale des mots et ils produisent plus aisément un lexique. En fait, ils peuvent produire des mots avec pas toujours la représentation phonologique parfaite, mais ce n'est pas grave en production. Là où ça devient grave, c'est pour la compréhension. Ou problématique, c'est pas grave, personne n'en meurt, mais il peut y avoir des mauvaises compréhensions. D'ailleurs, il y a une anecdote dans un livre sur la compréhension qui commence par un accident d'avion, qui est parce que le pilote ne comprenait pas ce que la tour de contrôle lui disait de faire, pour une erreur de prononciation, de compréhension de la prononciation. Bien, je crois que pour que tous nos conférenciers puissent s'exprimer, je vais vous inviter à clôturer cette première exposé. Merci beaucoup. C'est un plaisir.